Vous êtes sur Radio Grand Lac, la radio pour tous. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique, toujours sur Radio Grand Lac, 92.fm, radiograndlac.com. Et après une semaine d'interruption, nous sommes heureux de vous retrouver, équipe au complet. Bonsoir Guillaume, bonsoir Vincent. Bonsoir Kevin, bonsoir Vincent. Bonsoir Kevin, bonsoir Guillaume. Voilà, c'est bien, vous n'êtes pas trompé. Non, mais tout à fait. Mais ne pleurez plus, nous sommes effectivement de retour. Et oui, de retour pour ma part, de retour après un festival Lumière à Lyon d'anthologie. J'ai vu du très beau monde. J'ai vu Isabelle Huppert danser sur début de soirée. C'était surprenant, oui. Oui, j'en fais encore des cauchemars. Ah, mais j'ai vu la scène et toi tu y étais en direct alors. Oui, oui, parce qu'il faut savoir que Début de soirée, c'est la chanson préférée d'Isabelle Huppert. D'accord. Du coup, avant chaque film, je me tapais Début de soirée. Au bout d'un moment, je n'en pouvais plus de cette chanson. Pour un film sur la Shoah, c'est ça? Oui, alors ça, ça c'était le drame, c'est que saison pour que vive c'est trash. Ah d'accord, ouais, c'est comme ça. C'est un peu trash quand même. J'avoue que le jingle Début de soirée, juste avant le dernier film de Michel Hazanavicius, qui est donc un magnifique film d'animation, mais je vous en reparlerai dans un mois, sur la Shoah. C'est vrai que le changement de ton était radical, quoi. Mais voilà, véritablement, si vous ne connaissez pas le Festival Lumière, je vous invite à découvrir ce festival l'année prochaine. Ce sera en octobre, comme cette année, et ça vous permet de voir de nombreuses célébrités, d'assister à des masterclass et de voir de grands films classiques comme Cinéma Paradiso, Las Vegas Parano, Z. Et tant d'autres, enfin, voilà, et passer un très bon moment entre cinéphiles. Côté émission ce soir, émission classique avec un sommaire classique. On va commencer par les sorties de la semaine. Il y a de quoi faire cette semaine. Mais je vois ça, oui. J'ai même un peu envie de dire, j'ai l'impression que les distributeurs français ont tout mis. Ah, il faut évacuer avant la fin de l'année. C'est ça. Ensuite, nous donnerons nos avis sur les sorties de la semaine dernière et plus particulièrement donc L'amour ouf de Gilles Lelouch et Smile 2 de je ne sais pas qui, mais le film, on en reparlera, il est pas si mal que ça. Et puis enfin, on s'accordera un focus sur les biopics musicaux, puisque cette semaine, la plus grosse sortie de la semaine, mon cher Vincent, c'est... voilà. On va commencer par Monsieur Aznavour, qui sort aux Toiles du Lac et au Pâté, de Mehdi Idir et Grand Corps Malade, avec Tahar Rahim, Bastien Bouillon et Marie-Julie Bopp. Donc Aznavour, c'est le fils de réfugié, petit pauvre, à la voix voilée. On disait de lui qu'il n'avait rien pour réussir. À force de travail, de persévérance et d'une volonté hors norme, Charles Aznavour est devenu un monument de la chanson et un symbole de la culture française. Avec près de 1200 titres interprétés dans le monde entier et dans toutes les langues, il a inspiré des générations entières, effectivement. On écoute un extrait. Chanson d'amour. Pour chanter l'amour, faut être beau. À 18 ans, j'ai quitté ma province. Bien des... Tu vois qui est là? Il est de Piaf. T'es comme moi, toi. T'as chanté dans la rue. Comment que j'ai chanté dans la rue? Pour être chanteur, il faut une voix. Et ta voix, elle est voilée. Je vais faire mon propre disque. Ma tête sur la... Voilà, Monsieur Aznavour. Alors, il a chanté ou pas au final? Et ça, je n'arrive toujours pas à savoir, du coup. Apparemment, ce serait un mélange... J'ai cru entendre qu'il avait chanté. Bon, là, c'était quand même la voix d'Aznavour. Oui. Alors, ça, c'est passé. Deux lignées de la tête. Ah, mais ils ont peut-être fait comme dans Clo-Clo. Tu sais, il y avait des parties chantées par Jérémy Régnier. Alors, pour le coup, pour avoir vu le film il y a déjà bientôt un mois et demi, j'avais l'impression d'entendre du Charles Aznavour. Mais apparemment, il avait quand même chanté. Donc, je me pose la question s'ils n'ont pas fait un petit mix. Et ça passe plutôt bien en termes de chansons, il y a aucun problème. Après, le film, c'est un biopic classico-classique. Bon, il y a quelques transitions sympathiques. On voit quand même que les réalisateurs, Grand Corps Malade et Mehdi Idir, c'est leur 3e film. Et ils font un bon boulot, je trouve, en tant que réel. Tahar Rahim, plus le personnage vieillit, plus il arrive à le choper. Je trouve qu'au début, c'est un peu compliqué, parce qu'en plus, c'est une forme de de-aging et tout ça. Et le moment où il rencontre Edith Piaf, t'as un peu l'impression de regarder le musée Grévin, quoi. C'est un peu dommage. Ça fait marrer parce qu'à chaque fois que je vois la statue de Charles Aznavour au musée Grévin, je me dis qui c'est ce petit vieux qui nous ont mis. Tu sais, il est assis, tu vois comment il est. Ouais, je l'ai vu. Ouais. Il est assis sur un fauteuil de salle, il est comme ça. On dirait un petit vieux vraiment. Bon, pardon. Mais par contre, le film est plutôt bon et on apprend des choses. On apprend que pour le coup, Charles Aznavour, c'était pas un mec si sympa que ça. Ok. Voilà.
Ouais, ils sont pas. Il était très focus Ils sur ont pas sa été carrière. complaisants vis-à-vis Non. de l'individu. C'était vraiment quelqu'un focus sur sa carrière et Sûrement, oui. et on va dire sa famille et tout le reste, ben Ils sont un petit Voilà. peu passés à l'as, mais comme Sauf- beaucoup d'artistes. Hein. Ça arrive. oui, voilà. Sauf C'est le côté- quand les drames arrivent, forcément, C'est- ils se reprennent tout. C'est le côté égocentrique de beaucoup d'artistes, en fait. Et c'est un peu logique, quelque part. Mais voilà. Mais franchement, à découvrir, je vous le conseille. Guillaume, autre sortie. Autre sortie, un film d'animation Transformers, le commencement cette fois de Josh Cooley avec les voix d'Adrien Antoine, Philippe Lachaud et Audrey Fleurot. Cette grande aventure familiale se déroule entièrement sur la planète Cybertron, accompagnée de la pugnace Elita et du drôlissime Bumblebee. Optimus Prime va devoir faire face à son ancien ami Megatron. On écoute un petit extrait. Tu seras là pour moi, et moi, je serai là pour toi. Que je suis mal poli. Je m'appelle Bee, elle c'est Elita et lui c'est Steve. Est-ce qu'ils te parlent, eux? Mais ils sont pas vivants. Non. Oh, Steve. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un SOS provenant de la surface. Ce sera disponible aux Toiles du Lac à Aix-les-Bains et au Pâté Chambéry, comme le film précédent d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et j'ai bien envie de le voir. Ce qui paraît, il y a de très bons retours. Voilà. Pas spécialement. Moi non Outre-Atlantique. plus, je suis un peu comme Ils font tout pour garder la licence Paramount, là, ça devient n'importe quoi. C'est pas faux. Mais voilà, mais je vous en dirai plus la semaine prochaine. Autre sortie, une suite. Je ne sais pas si elle était attendue. 20 ans après, plus de 20 ans après. Oui, on est bien avec ça, ouais, plus de 20 ans après. 4-0, suite donc de 3-0, c'est bien, ils savent compter. De Fabien Ottoniente avec Gérard Lanvin, Didier Bourdon et Isabelle Nanty. L'histoire de Sylvie Colonna, présidente du club de foot des Haricots d'Arpajon, qui a refait sa vie avec José Pinto. Ensemble, ils tiennent un restaurant portugais, mais les affaires vont mal. Leur fils, Manu, et oui, voilà, trentenaire un peu paumé, rêve de devenir agent de joueur. Un jour, il tombe sur une pépite, Kidane, un jeune prodige qui met le feu sur les terrains, mais d'autres agents rôdent déjà autour. Alors, Les expliquez, Pinto, là. Je qui comprends voient pas en tout. Kidane l'espoir de sortir de la galère, décident d'appeler à la rescousse Alain Colonna, qui vit une retraite tranquille à Tahiti. Mais le football a changé. C'est un film que vous pourrez découvrir au Toile du Lac et au Pâté. On va s'écouter un petit extrait. Un super joueur. On voudrait que tu nous aides à lui trouver un club. Je suis OK pour ton frère. Même pas un commentaire sur mon resto. C'est toi le fils Pinto? Comment vous m'avez reconnu? Bah t'es le seul à pas avoir de blas sur ta tablette. Voilà, ton voilà du couillon, il a gagné le grand lot, lui, hein. Voilà. Vincent, je rigolais parce que justement, il y avait la famille de Portugais avec leur fils Manu Ah oui. et Kidane, Zidane. Ils ont rien trouvé de mieux que Kidane. Ah non, mais il y a de la recherche. Il y a de la recherche, c'est pour ça que je me suis marré. Oh, d'accord, oui, effectivement. C'est vrai, j'avais pas percuté à ce niveau-là. Ah non, mais Je suis pas très foot, alors bon, peut-être. Ouais, moi, eux non plus, je crois. Oui, mais c'est bon, c'est une comédie bien sympathique, voilà. Après, je sais pas si ça. on l'espère au minimum. Au minimum. Je vous Le premier déjà pas une franche réussite. Non. Alors celui-là, Mais bon, si vous avez envie de le voir, pourquoi pas? faites votre propre avis. Ne comptez pas sur nous pour vous dire On une note la reste semaine dans le prochaine. sport, alors. On reste dans le sport avec Challenger. Tout à fait, Vincent. Challenger qui sort aux Toiles du Lac et au Pâté, de Varante Soujian avec Alban Ivanov, Audrey Pirot et Soso Manès. C'est l'histoire de Lucas qui rêve d'être un grand boxeur. Malheureusement pour l'instant, il n'est qu'amateur et doit se contenter de petits combats foireux. Mais un jour, le destin frappe à sa porte et propulse notre héros au sommet. On écoute un extrait. Moi, c'est Lucas Sanchez. Ta gueule, toi! Ça baisse de partout, laisse tomber, tout le monde veut savoir qui t'es. Il m'a insulté, là. Joshua Camara, champion d'Europe en titre. J'ai décidé d'affronter Lucas Sanchez. Voilà. Ça m'a l'air Petite comédie sympa, de mais boxe. alors j'ai un peu peur. C'est un peu comme tous les comédies de ce type-là. C'est que toutes les vannes et toutes les bons gags soient dans la bande-annonce et après on n'est pas grand-chose à se mettre sous la dent, à mon sens. Ouais, c'est toujours la crainte. Je ne sais pas. pour Alban le coup. Ivanov a au moins la particularité d'avoir ma sympathie, on va dire. Oui. Ben, pareil, oui. Oui, puis disons qu'il a vraiment un humour naturel, quoi. Ouais, Tout à fait. Autre sortie, Guillaume. Angelo dans la forêt mystérieuse. Il a tous les films d'animation ce soir, tout il est à fait. content. Un film d'animation de Vincent Paronneau et Alexis Ducor avec les voix de Yolande Moreau. Avec les voix. Elle est... J'ai posé une. Non, bah,
Non, elle est toujours parmi nous. J'ai cru qu'elle était morte. Excusez-moi. Yoran Moreau, bravo Guillaume. Steve Catherine et José Garcia. Donc Angelo, 10 ans, se rêve aventurier et explorateur jusqu'au jour où, partant en voiture avec sa famille pour se rendre au chevet de sa mémé adorée bien malade, il est brusquement mis au défi de prouver son courage. Oublié par erreur sur une aire d'autoroute, Angelo décide de couper à travers la forêt pour rejoindre la maison de mémé. Il s'enfonce alors dans un territoire mystérieux peuplé d'êtres étranges qui menacent un ennemi pire encore que l'ogre de la région. On écoute un extrait. Mémé habite au sud. Hein? Attends-moi, je viens avec toi. C'est quoi cet endroit? Voilà, c'est pour les tout petits. Hein. Excusez-moi, non, j'ai confondu en fait Yoran Moreau. Non, oui, je vois bien qu'elle... Tu confondais avec Jeanne Moreau? Oui, voilà. Ah oui, mais pourquoi je me suis dit ça. Non, Yoran Moreau, de toute façon, je dois jouer le rôle de mémé là. Je pense. Oui, sans doute. Donc disponible. C'est certainement pas celui Toile du Lac et Pâté. C'est clair. Autre sortie seulement disponible au Toile du Lac, c'est le remake The Killer par John Woo, qui remake John Woo, mais cette fois-ci avec Nathalie Emmanuel, Omar Sy et Sam Worthington. Lors de l'exécution de son dernier contrat, un tueur à gages provoque la cécité d'une jeune chanteuse. Pour trouver l'argent nécessaire à l'opération de la jeune femme, elle accepte un nouveau contrat. On écoute un extrait. Pourquoi vous avez épargné cette fille? Question simple, réponse compliquée. Le contrat était clair, il fallait l'éliminer aussi. Tu viens de trahir l'homme le plus dangereux de Paris. Faites disparaître les témoins. Alors la personne que vous venez d'entendre dire témoin, c'est bien Eric Cantona qui est dans le film également. Il y a Checky Cario aussi. Il y a Checky Cario. C'est pas trop crédible hein, quand on entend faites disparaître les témoins. Les témoins. Oui. Bon, je pense qu'en VO ça doit mieux passer. Mais qu'est-ce que c'est ce truc là de faire un remake soi-même de son propre film? Je comprends pas. Non, puis alors, surtout ce qui m'énerve. Je comprends pas. C'est déjà un remake du Samouraï en plus. Le premier The Killer. Ah oui, en plus. Mais est-ce que ça a eu existé avec d'autres réalisateurs? Ça, c'est la première fois que j'entends ça, moi. Si, avec Cécile B2000, il remakeait ses films muets. Hitchcock aussi. Ses films muets, il les refaisait en parlant. Les 10 commandements est un remake du même réalisateur. Là, il y a une petite, il y a une petite subtilité qui rentre en ligne de compte que je peux comprendre. Il y a plein de réels. Il y avait comment il s'appelle celui qui avait fait Funny Games? Il l'a remaké aux États-Unis. Haneke. Jean-Marie Poiret a remaké son propre film aux États-Unis. Est-ce que ça avait marché déjà le premier? Non mais là le premier est un phénomène. Alors quel est l'intérêt aussi de refaire un film? On ne sait pas. Honnêtement, on ne sait pas. Là pour le coup, je suis un petit peu perplexe. Là, je t'avoue que généralement quand on voit Hitchcock, quand on voit Cécile B2000, c'était une volonté de la part du réalisateur de enfin pouvoir proposer la version définitive de l'histoire. Ça c'est un peu plus compréhensible. Là, on est véritablement sur des producteurs qui ont demandé à John Woo de remaker son propre film. C'est fait comme un téléfilm. Enfin bon. Mais surtout, le pire, c'est quand même sur l'affiche, c'est marqué enfin un remake du classique The Killer. C'est-à-dire enfin. Parce qu'en fait, il espérait peut-être que quelqu'un en fasse un remake, mais quand personne visiblement, ça fait bien un moment qu'ils veulent le faire. Ouais. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Non, je sais pas, je comprends pas très bien. Voilà, donc seulement à découvrir au Toile du Lac. On vous en reparlera la semaine prochaine, mais on craint le pire. Autre sortie, Vincent. Alors 3 km jusqu'à la fin du monde, Victoria et Astrée, donc les salles dans lesquelles ça se déroule, de Emmanuel Parvu avec Bogdan Dumitrache, Cyprien Chiudjea et Laura Vassiliou. Adi, 17 ans, passe l'été dans son village natal, niché dans le delta du Danube. Un soir, il est violemment agressé dans la rue. Le lendemain, son monde est entièrement bouleversé. Ses parents ne le regardent plus comme avant et l'apparente quiétude du village commence à se fissurer. Voilà, un film non, pas de bande-annonce, mais un film qui a vraiment fait grand bruit à la quinzaine des réalisateurs, je crois, au Festival de Cannes. Ça a l'air d'être original au niveau dans le sujet. Alors, je crois que ça traite de l'homophobie, en fait. Voilà. D'accord. Donc, ça peut être très intéressant. En tout cas, le film a énormément de critiques. Plutôt original, voilà. Oui. Autre sortie, Carla et moi de Nathan Silver avec Jason Schwartzman, Carol Kane et Dolly DeLeon. Ben a perdu sa
foi et sa voix suite à la disparition de sa femme, ennuyeux pour un chanteur de synagogue. Sa vie est désormais rythmée par la préparation des enfants à leur bar mitzvah et les rendez-vous galants organisés par sa mère. Un soir, il retrouve l'excentrique Carla, son ancienne professeure de musique, qui le sollicite pour l'aider à préparer sa communion tardive. Petit à petit, Ben et Carla vont se rapprocher pour enfin trouver leur voie. Pas de bande-annonce et le film sera uniquement disponible au Victoria. Voilà. Et la dernière sortie, et également uniquement Victoria, c'est Fario de Lucy Prost avec Finnegan Oldfield, qui est un acteur que j'aime beaucoup, Megan Northam et Florence Laurey-Caille. L'histoire de Léo, jeune ingénieur brillant et fêtard qui vit à Berlin et doit rentrer dans son village du Doubs pour vendre les terrains agricoles de son père à une entreprise de forage de métaux rares. Il retrouve sa mère, sa petite sœur, ses copains et son cousin en désaccord avec le projet de mine. Rapidement, Léo observe d'étranges comportements chez les Fario, ces truites qui peuplent la rivière. Il se lance alors dans une enquête hallucinée. On écoute un extrait. C'est métaux. C'est des trous de bite, franchement, c'est la ruée vers l'heure, là, n'importe quoi. Vous avez remarqué des choses bizarres avec les truites en ce moment ? Les truites, tu sais, des animaux très pudiques. Je viens de voir la grognasse de la mairie là. Elle m'a dit que tu voulais plus vendre tes terrains. Il y a plein d'agriculteurs qui sont... Donc langage très fleuri. Bien sûr. Ça a l'air d'être... C'est très élégant, en parenthèse. C'est très 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 élégant, voilà. Mais moi j'aime beaucoup l'acteur Finnegan Oldfield. Je vous conseille. Je ne vois plus qui c'est. Je vous conseille Les Cowboys avec lui et François Damiens, qui est excellentissime ce film. Je vois plus du tout là. Et puis du côté de nos amis de chez Cinéphilex, au Cinéma Victoria cette semaine, vous allez pouvoir retrouver la version intégrale ultime. Enfin, en tout cas, espère à l'heure actuelle, pas d'autre. C'est Napoléon par Abel Gans, donc qui est divisé en deux parties. Vous pourrez retrouver la première partie ce vendredi 25 octobre à 18h au Cinéma Victoria et la deuxième partie ce samedi 26 octobre à 18h. Et ces deux séances seront présentées par Flavien Poncet, assistant de Thierry Frémaux, qui est l'organisateur du Festival de Cannes et de Lumière à Lyon. Et du coup, Flavien Poncet fera la présentation pour ces deux séances. Il y aura deux autres séances la semaine prochaine, et on en parlera bien évidemment en temps voulu mardi prochain. Donc n'oubliez pas, vendredi et samedi pour la première et la deuxième partie de cet immense chef-d'œuvre. Bon, pour le coup, je vous avoue que je n'ai pas vu la version intégrale, mais j'ai vu la version déjà de 5h30, et c'est vrai que c'est un des films des années 20 qui sont incontournables. Donc franchement, foncez-y, c'est un grand morceau de cinéma. On va d'ailleurs faire une première pause musicale et on va s'écouter un petit son rock. On va s'écouter What I've Done de Linkin Park, puisque le nouveau Transformers sort demain. On va s'écouter du coup la chanson du premier film et on revient tout de suite après. À tout de suite. La radio locale, pour vous, c'est Radio Grand Lac. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et rebonsoir à toutes et à tous. Vous êtes toujours sur Radio Grand Lac 92.fm et radiograndlac.com pour l'émission La 16/9e, toujours sur l'actualité cinématographique. Ça rate hier. J'ai perdu mes mots. Oui, ça arrive. Hein. Une semaine à Lyon et on est voilà. Oh là là, on fait des folies. Il sait plus s'exprimer. Voilà, on mange chez Bocuse et après on se perd. Enfin voilà. Je t'ai dit, il fallait aller à la brasserie Georges aussi. Bon, bah, on va pas tergiverser. Deuxième partie de l'émission, et du coup nous allons parler de nos avis sur les sorties de la semaine dernière. Mais avant ça, Guillaume, rappelle-nous qu'est-ce qu'on peut voir dans les salles et que nous avons déjà conseillé, en plus avec des conseils de films que nous avons pas pu vous indiquer, mais que on va en profiter actuellement. Donc, le Comte de Monte Cristo qui vient d'atteindre ses 9 millions d'entrées, dont 2 millions à l'international. Donc dépêchez-vous parce que le film sort en VOD la semaine prochaine et en Blu-ray dans 15 jours, donc c'est les derniers jours. Là. Ben, c'est un beau succès. Ah oui, tout à fait. Oh ben, mérité. Oui. Emilia Pérez de Jacques Audiard qui est toujours disponible. Oui. Le film de Tim Burton, Beetlejuice. Joker Folie à 2 qui est encore... Je m'attendais à ce qu'il soit déjà programmé, peut-être la dernière semaine. Oui, c'est peut-être la dernière semaine. Ouais. Quand vient l'automne, je ne sais plus ce que c'est. De François Ozon avec Josène Basco. Le Robot Sauvage, le film d'animation qui a des retours dithyrambiques. Qui est excellent. Véritablement extraordinaire. Bon. Moi, j'ai bien apprécié. D'accord. Lee Miller avec Kate Winslet et The Apprentice. Sur Donald Trump. Alors, Lee Miller, je vous le conseille chaudement. Très, très, très bon film sur la Seconde Guerre mondiale et sur, du coup, c'est l'une des premières photographes de guerre. Et Kate Winslet est, enfin, j'ai envie de dire, comme d'habitude, extraordinaire. Oui.
âme sensible, s'abstenir. Il y a quelques séquences choc. Écoute, c'est la guerre. Hein, donc, voilà. C'est la guerre, mon général. Et The Apprentice, c'est un excellent biopic sur comment on crée un monstre et comment finalement ces maîtres finissent par être bouffés par ce monstre. Voilà, donc excellent film sur Donald Trump, vraiment passionnant. Et je pense que Jeremy Strong, qui joue l'avocat Raycon, qui donc celui qui a un peu mis à l'étrier Donald Trump, je pense que l'Oscar est pour lui. C'est une certitude. Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, c'est clair et net. L'année n'est pas finie. Ah ouais, là ça va être compliqué. Hein. Faites vos jeux, messieurs, dames. Et par contre, on déconseille fortement. Non, il n'y a pas de déconseil. Il n'y a pas de déconseil. Excuse-moi. On vous conseille que des films, puisque Week-end à Taipei n'est plus en salle. Et puis Megalopolis, alors est sorti aussi vite qu'il est rentré. Bah voilà, il n'y a plus Megalopolis. Il a fait quoi, 2 semaines? 3 semaines quand même. Il semble que ce soit le destin de tous ces anciens réalisateurs très très connus qui font des blockbusters, enfin des verra choses avec Gladiator 2. Ouais. Voilà aussi. Qui a eu de premier retour dithyrambique. Oui, mais tellement dithyrambique que ça paraît faux. Voilà. Faut faire attention. Mais bon, au moins ça part plus positivement que pour Megalopolis. Il a déjà annoncé le 3. Oui, enfin voilà, bref. Ridley. Voilà. D'ailleurs, on en reparlera un petit peu plus tard de Ridley dans notre focus sur les biopics musicaux. Mais du coup, sur les avis de... Oui, tout à fait. Petite surprise. Moi, je suis comme toi. Petite surprise, je vous annonce quelque chose. Ouais, d'accord. Sur les films de la semaine dernière, L'amour ouf de Gilles Lelouch avec François Civil, Adèle Exarchopoulos, Benoît Poulvord, Alain Chabat, qui c'est qu'il y a d'autre, Mallory Vanek, enfin voilà, etc. Élodie Bouchez, Karim Leclou, Raphaël Quenard, Vincent Lacoste, enfin voilà, on va dire 45% du cinéma français est dans le film. C'est un film très ambitieux et qui a les moyens de ses ambitions. C'est un film au visuel sublime. Vraiment, on voit que Gilles Lelouch a pris énormément de références à droite et à gauche et il les recrache très très bien. C'est un magnifique film d'amour aussi parce que l'intrigue entre il vient de comprendre. L'intrigue entre François Civil et Adèle Exarchopoulos, qui s'est peut-être perduré dans la vraie vie, on ne saura pas, on ne sait pas. On n'arrive pas à savoir. Qui est peut-être déjà terminé. Qui est peut-être déjà terminé, c'est pour ça qu'on n'en parle plus. Mais en tout cas, c'est vrai que la relation est très très belle et qui se fait donc du coup en 2 temps, sur 2 temporalités. Vous avez, parce que le film dure 2h45 quand même, vous avez une bonne heure 20 sur les personnages jeunes et puis vous avez la deuxième partie sur donc les personnages interprétés par François Civil et Adèle Exarchopoulos. C'est un petit peu long. Je vous avoue qu'il y a quand même des longueurs par instant, que pendant une longue partie du film, on a l'impression que le message, c'est faut être un bad guy pour avoir l'amour de sa vie. Voilà, ce qui est un peu étrange. Heureusement, le message se rattrape dans les 20 dernières minutes. Oui, ça fait très cliché, ça. Hein, pas si éloigné de la réalité que ça, quand même. Oui, mais bon... Ça existe, mais bon, c'est tellement cliché que je trouve que... En fait, c'est un peu le problème, c'est que jusqu'à les 20 dernières minutes qui surprennent un peu et qui sont bienvenues, on a l'impression un peu de voir une représentation de l'amour d'il y a 30 ans. En fait, voilà, c'est de ce côté, faut être bad guy, faut être nostalgique. Limite, on a l'impression que c'est Grise, quoi. Faut être John Travolta pour avoir. Il faut que John soit bad guy. Côté comédie musicale, alors. Alors pas du tout. Ça a été coupé, j'ai vu. Alors il y a une séquence où les 2 personnages jeunes vont se mettre à danser, mais c'est magnifiquement bien réalisé et tout ça. Et la scène de fin devait être une séquence de danse qui a été montré à Cannes et qui a été coupé. Donc le film se termine de manière un petit peu abrupte. Ça reste drôle en fait, que ça se termine comme ça, c'est assez drôle. Mais c'est vrai que du coup, on reste un petit peu sur sa fin. Et en fait, on se dit, c'est l'amour ouf, mais ça aurait pu être encore un peu plus ouf, quoi. Ouais. Voilà, ça manque un peu de folie, je trouve. Mais par contre, c'est un film, attention, c'est assez violent. Voilà, ça cogne assez fort. On n'est pas au niveau d'un Drive, mais on s'y approche. Donc faites attention si vous avez des problèmes avec ce genre de choses. Mais voilà, c'est un film que je conseille, mais j'avoue que j'avais tellement d'attentes que... C'est son 3e film, non, je crois. C'est son 3e film. Il avait fait Narco. Narco, Le Grand Bain. Ah oui, c'est Narco le premier. Oui. Oui.
Et le Grand Bain qui était très très. Et Narco, alors très, c'est très si je ne m'abuse, C'est avec Guillaume Canet. Ouais, c'est sur ça. la narcolepsie. Ouais. Voilà, Oui. moi j'ai trouvé ça excellent. J'ai pas vu Ah, encore. il était fabuleux. Moi j'y avais un côté Gilles Lelouch très très drôle, une très belle comédie, je trouve. Réalisateur à suivre. Hein, franchement, en termes de réalisation, il se débrouille très très bien. En tant que comédien, moi je trouve très très de plus en plus très fort, hein, très c'est depuis qu'il a fait ce virage dramatique, on va dire. Dans le rôle de ne le dis à personne, dans son rôle de malfrat de cité là, ça marche. Il était très très bon. Hein. Franchement, j'avais adoré. Bacnor, d'ailleurs, il nous a sorti une anecdote qu'il avait été très 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 grands amis avec Belmondo et que Belmondo, généralement, le rendait visite à chacun de ses tournages et prenait la chambre à côté de lui. Oui, j'ai entendu cette anecdote. Ouais. Voilà. Donc, c'est voilà, vraiment un mec à suivre. Et puis, je vous conseille la vidéo. Sa vidéo Combini Vidéo Club, on voit que c'est vraiment un passionné et quand on voit le film, on voit qu'il a quand même de l'idée derrière la tête. Donc à suivre, le film est bon, il aurait pu être meilleur, peut-être qu'un second visionnage permettra de l'apprécier mieux, mais en tout cas voilà, je vous le conseille, c'est un beau film d'amour avec une bande son aux petits oignons. Donc voilà. Foncez. Et puis je vous conseille un film d'horreur. C'est rare quand même que je vous conseille un film d'horreur. Du coq à l'âne. Smile 2 de Parker Finn. J'ai retrouvé le nom du réalisateur, qui était le réalisateur du premier film. Premier film qui était sympathique, mais pas non plus s'extasier. Disons qu'il avait le mérite d'être assez effrayant dans sa dernière scène. On avait un visuel. Si vous n'avez pas vu le visuel de la créature, je ne vous le dirai pas, mais c'est assez glauque. Et on retrouve ce même schéma du coup avec Smile 2 qui est un peu comme le schéma qu'on peut retrouver dans The Ring, c'est-à-dire qu'on se passe une malédiction et il faut vite la passer à quelqu'un d'autre, sinon ça nous tue. Et donc là en fait la malédiction c'est que dès lors que vous voyez quelqu'un qui est infecté se tuer, et ben vous vous mettez à voir pendant une semaine des gens qui vous sourient de manière étrange. Ah oui. Et à la fin de la semaine, généralement vous mourrez. Il est passé à Paris ce film, non? C'est pour ça qu'il y en a pas un qui sourit là-bas. Mais véritablement, le premier film c'était que ça. Et là, le deuxième film, ce qui est intéressant, c'est que le personnage principal est une star de la pop musique. Et du coup, véritablement, d'avoir cet univers, littéralement, on pourrait dire que c'est la Taylor Swift du moment, quoi. D'avoir cet univers et avec ça, énormément de passages d'horreur qui fonctionnent bien. Alors, il y a des trucs qu'on a un peu déjà vus. Si vous avez vu le film d'animation qui est pour moi... c'est un peu inévitable quand même, oui, c'est sûr. Mais si vous avez vu, pour moi, l'un des meilleurs films d'animation japonais qui s'appelle Perfect Blue de Satoshi Kon, qui est là aussi sur l'histoire d'une vedette de pop qui se fait harceler finalement et qui en devient folle, finalement paranoïaque. Là, on retrouve un peu cette teinte-là et il y a vraiment des séquences horrifiques qui sont bien trouvées. Il y a, si je dois en dire qu'une, il y a une séquence horrifique où elle est dans son appartement, il y a plein de gens. Du coup, elle imagine plein de gens avec des sourires. Et en fait, ça se passe limite comme si c'était une chorégraphie de scène. Comme ils la prennent dans leurs bras et tout ça, et franchement, ça donne quelque chose d'assez singulier, de toujours gênant dans le terme psychologique. Et je trouve que l'actrice principale, Naomi Scott, que vous avez pu peut-être voir dans le remake d'Aladdin, parce qu'elle jouait Jasmine, eh ben, elle est véritablement bluffante. Bluffante. Et la fin annonce un Smile 3. Oh, quelle surprise. Mais extraordinaire. Véritablement, on se dit, ça va être... Mais c'est un peu ta cam, hein, les films d'horreur, toi, t'aimes bien. Généralement, j'aime les voir. C'est les films en général, faut qu'ils s'infligent. Mais généralement, j'aime bien les voir, mais j'en sors souvent déçu. Et là, pour le coup, j'en attendais rien. J'étais tout seul dans la salle un jeudi matin à Lyon. Et j'ai adoré. Véritablement, je me suis éclaté. Ils ont contaminé Donald Trump à la fin. Ah non. Mais véritablement, foncez si vous êtes intéressé. J'avais vu la bande-annonce. Effectivement, il y avait ce côté assez effrayant qui peut être attirant pour les amateurs du genre. Et je m'intéresse absolument. Par contre, toi, t'es pas trop attiré par ça. Hein. Celui-là, non. Là encore, âme sensible, ça se tient. C'est extrêmement drôle. Par exemple, mais moi, je suis pas un grand amateur de films d'horreur. Hein. M'intéresse. J'en vois à l'occasion. Ring, j'adore, moi. Moi aussi. C'est pour ça que j'aime bien ce concept, en fait. Mais par contre, tu avais vu la version japonaise, je suppose. Justement, j'ai commencé par ça et c'est, je pense, le film d'horreur que je préfère. D'accord.
Et du coup, je redisais pour Smile 2, âme sensible s'abstenir, le film est très très gore, il est interdit aux moins de 16 ans. Donc, voilà. N'y allez pas non plus si vous avez moins de 16 ans. La fleur au fusil. Voilà. Faites attention. Eh ben écoutez, on va déjà faire une deuxième pause musicale. Ah non, avant ça, les conseils télé. Rapidement. Les conseils télé. Ouais. Allez-y. Eh bien, Vincent, je te laisse commencer. Comme tu veux. Hein. Moi, je voulais vous proposer le film qui s'intitule L'Arnaque, un film de 1973 de George Roy Hill qui sortira donc à Arte dimanche le 27 octobre à 21h. C'est un film qui est très, qui a eu un succès phénoménal d'un point de vue critique et commercial. Il avait fait, je sais plus combien, 90 millions d'entrées aux USA, d'après ce que j'ai cru comprendre. Un film qui est donc tourné avec les acteurs principaux qui sont Paul Newman, Robert Redford et Robert Shaw dans le rôle on va dire du méchant. Et donc ça se déroule aux États-Unis dans les années 30 et c'est l'histoire de deux escrocs qui vont voler sans savoir un convoyeur de fonds d'un malfrat très renommé qui s'appelle Doyle Lonergan et à qui évidemment il ne fallait pas dérober le pognon, et donc il y a un des deux escrocs qui sera assassiné du coup, et celui qui va rester va s'associer, donc c'est Robert Redford qui va s'associer avec Paul Newman, qui est le grand faisandier comme il l'appelle, et qui vont monter une arnaque de manière à délester de sa fortune pour venger leur pote qui a été assassiné, qui vont dévaliser le fameux Doyle Lonergan. Et voilà, donc ce film a relancé la carrière de Paul Newman, et il a quand même été nommé pour 10 Oscars. La musique est très connue. Dans meilleur film, réalisateur, montage, scénario. Évidemment la musique. Alors souvent c'est la musique qui relance un petit peu des films, et là c'est le contraire. Le film a relancé un peu le style ragtime, puisque le morceau qui est joué, c'est un morceau de Scott Joplin, et qui vraiment reste attaché au souvenir du film. Oui. Alors je vais pas vous le fredonner, j'en serais incapable, mais tout le monde connaît ce fameux air qui en fait vient effectivement du film L'Arnaque, et c'est vraiment très très bien ficelé, et ça se fait avec des volets et tout ça, c'est très sympathique, très jouissif aussi au niveau du dénouement d'une arnaque qui est en fait qui est basée d'une histoire vraie pour laquelle deux escrocs avaient fait ce même genre de choses, mais qui n'avaient pas pour le coup fonctionné. C'est avant ou après Pat Garrett et Billy the Kid? Je crois que c'est... Pas Garrett, non, c'est Billy the Kid. Butch Cassidy the Kid, qui était aussi de George Hill, et puis également avec Paul Newman et Robert Shaw. Et ça, c'était avant? Alors, il me semble que c'était avant. D'accord. Il me semble que c'était avant, ouais. Et ne pas confondre l'arnaque avec l'arnaqueur, avec Paul Newman, qui est un film sur le billard. Et dont la suite était La couleur de l'argent. Tout à fait. Avec Tom Cruise. Excellent film aussi. Guillaume, ton conseil télé? Alors, moi, il va être rapide. C'est Piège de cristal de John McTiernan avec Bruce Willis et Alan Rickman, qui passe à 21h sur W9 ce lundi 28 octobre. Je vous fais le pitch. John McClane débarque à New York. Ce policier new-yorkais se retrouve dans le Nakatomi Plaza seul et doit sauver tout le monde, dont sa femme. Et reconquérir sa femme. Voilà. Pour moi, c'est simple en fait, si quelqu'un vient me voir en me disant quel est le film d'action, le meilleur film d'action, le film d'action suprême, eh bien je dirais toujours la même réponse, c'est Piège de cristal. Pour moi, ça fonctionne. Ouais. C'est bien. Ouais, je pense que c'est l'un des meilleurs films d'action qu'on ait jamais fait. Il a beaucoup d'humour, permis la transition avec l'époque 80, 90, 80. Oui, il a fait la jonction entre les années 80 et 90, entre l'époque réganienne avec Stallone et Schwarzenegger tout en muscle, avec un héros plus commun, plus ordinaire, incarné par Bruce Willis, qui sortait d'une série télé. Voilà. Clair de lune. Oui, tout à fait. Avec Sybil Shepherd. Sybil Shepherd. Je veux dire, le film se tient, donc c'est un grand huis clos, puisqu'on se balade dans ce Nakatomi Plaza, et l'action y est géniale. La réalisation de John McTiernan, elle est vraiment millimétrée au poil. On s'ennuie pas une seule seconde. On s'ennuie absolument pas une seule seconde. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus sur ce film? Non, le méchant est très très bien. Charismatique, il est très charismatique, et il donne un écho formidable justement au héros principal. Tout à fait.
Et il y a une réplique qui me fait toujours mourir de rire et souvent j'y repense tout seul et je ris tout seul des fois. Yippee-ki-yay? Non, c'est Robert David dans son hélicoptère et qui fait ça me rappelle Saigon et il meurt 2 secondes après. Et oui, puis en plus il dit je sais pas, j'étais au lycée connard. Oui, voilà, c'est ça, en plus. Oui, c'est agent spécial Johnson et voici l'agent Johnson, aucun lien de parenté. Oui, c'est ça. Ah, c'est Robert David dans ce film. Oui, il est complètement azimuté. Enfin, en tout cas, pour moi, le film d'action suprême à voir absolument. Donc ce lundi 28 à 21h. Je pense que ceux qui font des films d'action devraient s'inspirer du fait qu'il faut de l'humour dans ces genres de films. Ils s'en sont beaucoup inspirés. Ils s'en sont peut-être trop inspirés. C'est ça le problème. Ouais, c'est plutôt là, c'était vraiment du bon humour. C'est ça, c'est de l'humour pince sans rire, voilà. C'est du cassant. Et moi, je vais vous conseiller un petit film de catastrophe qui m'avait beaucoup marqué étant gamin. C'était Le Pic de Dante de Roger Donaldson avec Pierce Brosnan et Linda Hamilton qui sera à 21h sur Chez 25 ce jeudi 24 octobre. Film du coup je l'ai jamais vu, volcanique avec des séquences assez chocs et Pierce Brosnan et Linda Hamilton dans mes souvenirs c'était un très bon duo et j'aime beaucoup les films catastrophes donc voilà moi j'aime bien. Ouais, non, ça le faisait aussi, je pense, ce film est parmi les films catastrophes assez réussis, je pense. Oui, de fin des années 90, il me semble. Pierce Brosnan était déjà James Bond. Oui, c'était c'était 97, 98, un truc comme ça, oui. Exactement. Et donc, du coup, on va faire notre deuxième pause musicale et on va s'écouter ma chanson préférée de Charles Aznavour. C'est Toi et moi. On s'écoute ça et alors vous allez voir que c'est une chanson, Charles Aznavour, qui écrit sur l'amour, c'est quelque chose. On s'écoute ça et on revient tout de suite après pour parler des biopics musicaux. À tout de suite. Au cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et rebonjour à toutes et à tous, vous êtes toujours sur Radio Grand Lac 92.fm ou radiograndlac.com pour votre émission sur l'actualité cinématographique, la 16/9e. Et nous allons accorder notre focus de la semaine sur les biopics musicaux. On va parler de nos fameux biopics musicaux préférés. Alors je ne sais pas qui c'est qui veut commencer, parce que finalement on s'est rendu compte en préparant ce focus qu'il y a énormément de biopics qu'on ne connaissait pas et qui ont déjà été faits. Quasiment tous les plus grands musiciens classiques et de jazz ont déjà eu leur film. Hormis Michael Jackson. Mais ça va venir. Ça va venir. C'est prévu, je crois. Il me semble bien que j'ai vu un truc comme ça. Et Frank Sinatra, peut-être. Et Frank Sinatra, ça va venir. Ça va venir aussi. J'en parlerai puisque... Ah, alors Frank Sinatra, apparemment, il y avait Kevin Spacey qui faisait une scène dans un film. J'ai vu ça très brièvement. Alors je serais incapable de vous dire. Et il chante auprès d'une actrice non moins connue, mais dont je n'arrive pas à me rappeler le nom non plus. Et il interprète le rôle de Frank Sinatra dans un film. Ah, fort possible, fort possible. Je sais qu'en tout cas, Kevin Spacey, il avait fait un biopic musical. Et il faut que je retrouve le nom du bonhomme. Mais ça doit être ça, si ça se trouve. Mais c'était pas Frank Sinatra. Ah ben alors, ça c'est marrant. C'était un autre chanteur, un autre crooner. Et je vais te retrouver le nom. Dean Martin, non peut-être. Non. C'était Bobby Darin. Bobby Darin. Et c'était un film de 2004 avec Kate Bosworth. Bah, il faudrait, avant peut-être de commencer, moi je pense qu'il n'y a pas une seule personne qui est allée au cinéma qui n'ait vu, à mon sens, un biopic musical. Parce qu'en fait, ça parle à l'intime, ça parle aux gens, dans le sens où c'est la musique, c'est une dimension qui est... Ça transcende un petit peu les choses et à partir du moment où on a on est fan d'un chanteur ou d'une musique, etc. On est évidemment très à même d'aller voir les biopics musicaux de ces personnes. Et je pense que il y a beaucoup de gens qui ont dû voir au moins un biopic musical dans leur... La mode a été relancée en plus il y a quelques années avec Bohemian Rhapsody. C'est à cause de lui s'il y a autant qui était très bon d'ailleurs, moi j'ai bien aimé. Après coup, j'ai été déçu un petit peu. Moi je salue la performance de l'acteur principal. Alors, et en salle, c'était une expérience extraordinaire. Tout à fait. Mais après coup, le film reste pas spécialement en tête, je trouve. C'est vrai que c'est lui qui a relancé un peu ce genre. $1 milliard. Ça a suivi peu de temps après par un autre biopic, je pense que c'est l'un des meilleurs biopics musicaux récents, c'est Rocketman. C'est le meilleur de Dexter Fletcher, parce que il prend cette base de biopic musical, mais pour en faire une comédie musicale.
Et en plus d'avoir véritablement le chanteur qui participe, en plus, Taron Egerton ça tourne un peu il est en extraordinaire. boucle. J'ai bien aimé Rocketman, mais je trouve que ça tourne un peu en boucle. C'est-à-dire que au début, on est un peu surpris dans le montage, dans le déroulement, etc. Il y a des rebondissements, et puis ça fait rebondissement sur rebondissement, mais un peu similaire à au rebondissement précédent. J'ai pas eu cette sensation. Moi, j'avais un peu ce sentiment-là, mais bon. Il prend plus parti. Enfin, il est moins édulcoré que Bohemian Rhapsody, qui essaie de nous faire passer des fois des messages un peu bizarres, je trouvais. Enfin, notamment sur l'homosexualité de Freddie Mercury. De quoi tu veux dire de l'avoir un peu réduit au silence? Il est homo, mais pas trop, tu vois, un peu. Non, ils ne sont pas appesantis sur cet aspect-là du personnage, mais c'était un peu bizarre. Ils l'ont pas écarté non plus. Hein. Mais c'est vrai que ça faisait un petit peu hollywoodien. On va pas trop en parler. Notamment sur les fêtes, tout ça, sur son côté. C'est vrai que les fêtes, ça restait gentil. Hein. Alors qu'apparemment, visiblement, c'était une semaine. Après, ils pouvaient pas montrer les orgies. Je veux dire, c'était pas le sujet non plus. Avec Rocketman, je trouvais qu'ils noircissaient un peu mieux le personnage. On s'y attachait peut-être même un peu plus. C'est avec, à mon sens, avec Freddie Mercury, ils ont développé tout le côté artistique de l'individu. Il y avait de quoi faire, entre parenthèses. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Autre biopic musical qui vous a marqué, alors je sais qu'en off on a beaucoup parlé c'est devenu un grand classique du cinéma, c'est Amadeus. Ah oui. C'est sur Wolfgang, des plus grands films de Mozart, qui est un chef-d'œuvre monumental qu'on conseille si vous ne l'avez toujours pas vu. Oh oui. Est-ce qu'il y a un autre biopic comme ça qui vous a marqué récemment? Il y a un que j'aime bien, Ray Charles. Il était très très bien, celui de Ray Charles. Ah oui. Avec Malcolm X qui joue. Jimmy Fox. Jamie Foxx. Ouh là là. Non mais parce qu'en fait il a joué, je crois, Malcolm X, il me semble. Non. Jimmy Fox. Non, c'est pas lui. Non, c'était Denzel Washington, ça qui. Ah ouais, ok. Moi j'ai confondu. Mais bon, oui, c'est. Oui, Ray, il était bien. Il était très très bien. Et il y avait un côté très émouvant aussi de son histoire. Et là aussi, pareil, tu disais pour Tahar Rahim là qui interprète Aznavour, ils étaient pas complaisants sur le personnage de Ray Charles. Ils montraient le côté un petit peu humain aussi du personnage, hein, parce que c'est pas parce que c'est un grand artiste qu'il est aveugle, qui est d'ailleurs devenu aveugle à partir d'après le film, hein. Je sais pas si c'est la réalité. Une maladie, non? En fait, il y a eu un accident de son petit frère et à suite de ça, il a développé une maladie, ce qui est possible, hein, mais encore une fois, je me demande si c'est pas un parti pris un peu. Il me semble avoir entendu ça. C'est possible que ça soit si. Je trouvais ça très émouvant et très intéressant et effectivement le côté très ambigu finalement du personnage, quoi. Il n'était pas manichéen, quoi. Et en plus on avait la possibilité, c'est un peu le propre des biopics musicaux, de vouloir écouter les bandes son qu'on aime de ces grands artistes, voilà. Tout à fait. Et il y en a un que j'aime beaucoup, moi, c'est Clo-Clo de Florian que j'ai jamais vu pour le coup. Il fonctionne très bien avec il est extraordinaire, hein, Jérémy Régnier. Oui, il incarne parfaitement Claude François. C'est hallucinant. Benoît Magimel en Paul Lederman. Je crois que t'as Anna Girardot, si je dis pas de bêtises. C'est même bluffant, je trouve, sur certaines scènes. Et justement, si tu veux un biopic non manichéen sur un personnage, peut-être même qui. Ouais, quoique, j'allais dire, ils en font peut-être un peu trop. Non, mais enfin, ça présente vraiment l'homme derrière la légende, Claude François. Mais justement, je vais poser une question qui est intéressante sur les biopics musicaux, parce que c'est pour ça que je n'ai pas vu Clo-Clo pour l'instant. C'est est-ce qu'il faut aimer le chanteur pour voir le film? Non, pas forcément. Pas spécialement, parce qu'il y a matière à s'attacher à lui au départ, parce que son départ en Égypte, sa relation avec son père qui était très difficile. Et pour le coup, toi qui en as assez des biopics musicaux avec des alcooliques. Ah oui, j'en peux plus. Alors lui ne boit pas, il boit juste un Chivas à l'entrée de scène. Voilà. Il a d'autres défauts, mais bon. Il a bien d'autres défauts, mais ça n'en fait pas partie. Il a pas celui-ci. C'est vrai qu'il y a une longue période. Moi, j'adore Claude François. C'était après le Covid. On a eu un film sur on est tous fans, sur Billie Holiday, un film sur Aretha Franklin, et en fait, au bout d'un moment, j'en pouvais plus parce que c'est que des films où en fait. Comment elle s'appelle? Whitney Houston aussi. Et Whitney Houston, et Whitney Houston, c'est la même chose. C'est qu'en fait, à chaque. Janis Joplin. Mais j'ai pas vu le film. Je sais plus qui l'a interprété, mais c'est pareil. C'est plus vieux, parce que là, je te parle vraiment, c'est une trilogie de films qui sont suivis. En fait, je disais, mais à chaque fois, le gros problème, c'est une addiction. Au bout d'un moment, quand j'ai vu l'histoire une fois, j'ai pas besoin de le revoir. C'est un peu, malheureusement, le milieu qui veut ça, et puis tous ces artistes qui sont un peu imbibés aussi par rapport à ça. J'ai jamais vu The Doors, mais visiblement. Moi non plus, mais j'ai très envie de le voir. C'est pareil. Hein.
Oui, mais c'est un peu celui-là qui a lancé aussi un peu la mode de... C'est qu'en fait, je me dis, si la seule particularité de l'histoire de l'artiste qu'on a envie d'en faire un film, c'est son addiction, j'ai envie de dire, mais on en a vu 15 000 des films comme ça. Alors, en fait, c'est là que je me dis que c'est pas nécessaire de faire un film sur tout le monde. Tu vas apprécier Clo-Clo, alors, parce que lui, c'est pas une addiction, c'est une obsession, on va dire. C'est une quête de la perfectionniste. Ouais, un perfectionniste. Mais Rocketman, j'avais aimé, même s'il y a le côté addiction, j'avais aimé parce que c'est une rédemption, au final. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a vraiment un aspect autour. Après, le film de Whitney Houston m'avait appris quelque chose que je ne connaissais pas. Je ne savais pas que sa famille, pour qu'elle ait un succès, elle l'avait poussé à quitter la compagne qu'elle avait au début. Puisqu'au début du film, on comprend très très bien qu'elle avait une compagne et tout. Et qu'on lui dit, à l'époque, c'est pas vendeur. Mais je suis pas sûr qu'on ait besoin de ça pour magnifier une personne ou en tout cas apprendre à connaître l'œuvre. Disons qu'au moins... J'aime bien, moi, quand il y a un biopic musical qui m'apprend quelque chose sur le chanteur que je connais. Oui, bien sûr. Parce que si j'en sors, et ça a été le cas pour Back to Black cette année sur... moi, c'est pas... À moins que ça soit un peu particulier, quoi. Véritablement, Back to Black sur Amy Winehouse, j'en suis sorti en me disant, mais j'en sais pas plus. Voilà. En fait, c'était juste pour le personnage emblématique qu'elle représente, mais quelque part, si c'est uniquement pour la vie de certains chanteurs ne sont pas exceptionnels au point d'en faire un film. Bob Marley aussi cette année était pas mal, mais ça a été vraiment sur une trop courte période et là pourtant il y avait des choses à dire parce que le personnage était beaucoup plus profondément inscrit dans l'événement politique. Mais là très édulcoré pour le coup. Ouais. C'était ça qui était embêtant. C'est dommage, ouais. Et sinon il y a eu Elvis dernièrement. Oui, alors j'ai adoré. J'ai adoré, ouais. Je l'ai vu au cinéma, vraiment ça m'avait beaucoup plu. La Môme. Avec Tom Hanks qui est méconnaissable d'ailleurs en personnage. Oui. Le colonel qui gérait la carrière d'Elvis. Alors la Môme, tu me diras, enfin je l'ai vu qu'une fois, je l'ai pas trop aimé moi. J'ai vu les extraits, mais je l'ai pas apprécié. Enfin, je trouvais que c'était du surjeu, moi, le jeu de Marion Cotillard et tout ça. Donc, bon, peut-être une deuxième chance. Il y avait aussi le biopic sur Charlie Parker, Bird. De Clint Eastwood avec Forest Whitaker, qui a un peu ses longueurs. On en parlait justement avec notre cher ami Christian Berthiaume, présentateur de la Note Bleue. À cette occasion, on peut peut-être annoncer. C'est le vendredi soir, une semaine sur deux sur Radio Grand Lac. Voilà. Et on le salue d'ailleurs. On le salue et on en avait parlé en off que le film était bon, mais c'est vrai que le film n'était pas extraordinaire, enfin il n'était pas parfait. Non, mais il y avait une ambiance. Il avait pris peut-être le parti pris artistique de faire une ambiance et pour le coup c'était plutôt réussi à ce niveau-là, je trouve. Il y a un autre biopic musical de Clint Eastwood que j'aime bien pour le coup, qui est pas très connu, c'est Jersey Boys sur Frankie Valli et les Four Seasons. Je connais pas. Il avait bidé le film. Le film avait complètement bidé et il y a Christopher Walken d'ailleurs qui a un petit rôle dedans. D'accord. Et qui se remet à danser, ce qui nous permet de rappeler que Christopher Walken est à la base un danseur et un excellent danseur. Et Jersey Boys, véritablement, c'est un bon biopic musical. Je vous le conseille. Et les Four Seasons, si vous ne connaissez pas, disons que on leur doit énormément de succès, comme Begin, qui avait été repris par Matt Cohn. Tout à fait. Mais voilà, il y a aussi un biopic qu'on connaît peu. Pourtant, la chanteuse nous a quittés récemment et personne n'en a parlé à cette époque-là. C'est le biopic Tina sur Tina Turner. Tina Turner est interprétée par, il faut que je retrouve son nom, c'est Angela Bassett, que vous avez pu voir dans Black Panther. Et Tina, c'est donc toute la partie où Tina Turner était en couple avec... je sais plus le nom. Ouais. C'est Turner. Monsieur Turner, qui était interprété par Laurence Fishburne. Et c'est vraiment une relation, mais ultra toxique. Ouais. Et le biopic est vraiment fascinant. Angela Bassett est extraordinaire. Je suis curieux celui-là. Et il me semble qu'il est toujours disponible sur Disney+. Véritablement foncé. Et ce qui est amusant, c'est que en France, le film s'appelle Tina. En VO, le film s'appelle Why Loves Have to Do With It. Qu'est-ce que l'amour a à voir avec ça? Et c'est une des meilleures chansons de Tina Turner. Il y avait un autre biopic d'un artiste que j'aime beaucoup, qui est Serge Gainsbourg, celui de Johann Sfar et comment il s'appelait Vie héroïque.
Vie héroïque. Gainsbourg, vie héroïque. Oui, Ouais, Gainsbourg, vie héroïque. J'avais trouvé ça pas mal. Alors, je crois que ça a été un peu controversé sur certains points, mais moi, j'avais trouvé ça plutôt sympathique. Et l'acteur qui joue donc le rôle de Serge Gainsbourg est assez phénoménal aussi dans le mimétisme avec l'artiste qui l'interprète, quoi. Et puis, bon, il n'y a pas eu, besoin peut-être trop de ça non plus pour se rapprocher et puis aimer un biopic musical, mais ça en fait partie, ça, à mon avis, quand même un peu. Et puis il y a eu aussi 8 Mile. Ouais, c'était pas mal. Eminem, Ouais. Aline. Sur Céline Dion. Non. Et là, je vais vous annoncer donc il y en a énormément. Vous allez me dire à chaque fois si vous êtes intéressé ou pas, ou si véritablement vous n'en avez rien à faire. Le prochain biopic à venir, donc à part Monsieur Aznavour qui sera en salle à partir de demain sur Charles Aznavour, nous avons un biopic le 20 novembre 2024 qui s'intitule Piece by Piece. C'est sur Pharrell Williams et le biopic a la particularité d'être en Lego. Pourquoi ? Voilà. Et ça venait du cœur. Qu'est-ce qu'il a raconté sur Pharrell Williams? Il doit même pas avoir 40 ans. Non, apparemment il a 50 ans quand même. Ah bon? Ouais, enfin bon, d'accord, mais bon, il est pas si connu que ça. Il a fait quoi? Moi, je connais une chanson. Si. Happy, ouais. Voilà, après. Il a 51 ans, oui, autant pour moi. Non, mais attends, là, j'hallucine, quoi, quand même. Justement, ça veut dire que c'est peut-être un biopic, on va en apprendre beaucoup, du coup. Ouais, alors, puis en c'est Lego. pas parce qu'il y a eu une belle œuvre musicale qui a été réalisée que j'ai forcément envie d'en savoir plus sur. Exactement. C'est vrai que c'est la question. Sur l'interprète d'ailleurs, parce que souvent ils sont pas les créateurs de leurs chansons, entre parenthèses. Alors le suivant, c'est Better Man sur Robbie Williams. Ah bah tu voulais un film sur un chanteur qui s'est camé, là tu vas l'avoir. Alors ça sort le 22 janvier 2025. C'est réalisé par celui qui a fait The Greatest Showman. Et la particularité, c'est que Robbie Williams est remplacé dans le film par un singe. Donc ça fait un peu comme un personnage de la planète des singes, si vous voulez. D'accord. Bon, ça a l'air spécial quand même. Ça donne un visuel assez dingue, pour le coup. C'est original, oui. La bande-annonce intrigue. Mais qu'est-ce qu'il a raconté pareil sur Robbie Williams? Qu'il a bu beaucoup d'alcool. Comme beaucoup de ses compatriotes et je veux dire, il doit avoir 50 ans, etc. Voilà. Peut-être 60 ans, Robbie Williams maintenant. Ouais, peut-être maintenant, mais je veux dire, voilà. Là, pour le coup, c'est vrai qu'on va. Il risque d'avoir du monde juste parce que les chansons sont excellentes, quoi. Mais voilà. Donc le prochain, ça, il 22 janvier. Il a 50 ans tout pile. Le biopic, hein. En parenthèse, il y a déjà eu un biopic sur, vas-y, dis. Ah oui, Complete Unknown, donc un parfait inconnu. C'est sur Bob Dylan, c'est réalisé par James Mangold, qui avait réalisé le biopic sur Johnny Cash, d'ailleurs. Walk the Line. Ah oui, ça c'était très très bien aussi, hein, l'acteur Joaquin Phoenix, qui était fabuleux. Hein, et là, du coup, James Mangold nous offre le 30 janvier 2025 un biopic sur Bob Dylan avec Timothée Chalamet, et on avait déjà eu un biopic sur Bob Dylan qui s'appelait I'm Not There. L'interprète était une femme, je crois, qui. Alors en fait, t'en avais plusieurs. Il y avait plusieurs. Je l'ai pas vu, hein, mais j'avais vu des extraits. Mais tu avais Kate Blanchett, tu avais. Oui, exact. Je crois que tu as Adam Brody. J'ai un doute, comme ça de mémoire. Mais en fait, la particularité, c'est que tu avais plusieurs acteurs et actrices qui jouaient Bob Dylan. Là, ça vaut le coup parce que Bob Dylan, c'est vraiment un artiste incontournable quand même. En février 2025, on aura aussi Maria sur Maria Callas avec Angelina Jolie. Apparemment, la performance serait extraordinaire et elle serait pressentie pour l'Oscar. Pourquoi pas? On va voir Michael d'Antoine Fuqua, sorti le 16 avril 2025 sur Michael Jackson. Piégé ça. Interprété par le neveu de Michael Jackson. Là, je pense que beaucoup de gens en attendent. Ah ben oui, je pense que là, 1 milliard, ça. Si c'est excellent, ça tape le milliard. Mais c'est parce que c'est le personnage qui... Il veut savoir comment ils vont traiter. Et surtout, oui, est-ce qu'on va être édulcoré? Est-ce qu'on va vraiment parler de tout? Ça va être quelque chose. Puis surtout, la vie du bonhomme est tellement impressionnante. Le film va durer 3 heures au minimum. Au moins. Et puis, dans les films que, pour l'instant, on n'a pas de sortie, on a un film sur Bruce Springsteen, réalisé par Scott Cooper, réalisateur de Hostile. On aura un film sur les Bee Gees, réalisé par Ridley Scott. Voilà, c'est fameux. Normalement, c'est le prochain film que doit mettre en scène Ridley Scott. On a un film sur Linda Ronstadt, que j'avoue que je ne connais pas, mais qui devrait être interprété par Selena Gomez et réalisé par David Russell. On devrait avoir un film sur Madonna, réalisé par Madonna. Voilà.
On devrait avoir un film sur Frank Sinatra avec Leonardo DiCaprio par Martin Scorsese. Ça, c'est pas confirmé encore. C'est pas confirmé. Enfin, Scorsese a dit qu'il fera son film sur Sinatra et son film sur Jésus. Ouais, ok. Il a déjà fait un film sur Jésus, mais apparemment il a oublié. Mais il faut pas qu'il mette Frank Sinatra sur la croix et puis Jésus au micro. Ça pourrait être intéressant. À une époque, il l'aurait fait. Ça pourrait être intéressant. Il y a un film sur Prince qui est normalement prévu et qui devrait être peut-être réalisé par Ryan Coogler, réalisateur de Black Panther, encore de Creed, et un film sur les Red Hot Chili Peppers que Studio Universal prépare. Si je me permettais, on a oublié un. Dis-moi. C'est le Sam Mendes, 4 films sur les Beatles. Les Beatles, c'est vrai. Un film sur chaque alors qu'il y a déjà eu un film sur John Lennon. C'est emblématique pour moi, effectivement, les Beatles. Mais de là à faire un biopic sur tous ces artistes qui sont des très bons artistes, moi, ça me laisse un peu sceptique. J'ai l'impression qu'ils surfent plus sur comment dire, les bénéfices commerciaux de ce genre de choses que pour tous les autres réelle sincérité. Sur beaucoup de réalisateurs, je t'aurais dit oui. Et quand tu sais que c'est Sam Mendes qui le fait... Ouais, les Beatles, c'est beaucoup plus... Alors moi, pour le coup, ça m'intéresse, parce que c'est vrai que c'est quand même quelque chose... Ça permettra de connaître un peu plus certains, genre... Puis là, il y a quand même pas mal de gros noms. Au final, sur les biopics, là, on en parle, il y a que des gros noms, au final. Oui, bien sûr. Oui. Mais alors, sur les Bee Gees, apparemment, il y a déjà la tagline sur l'affiche. C'est « Il n'en restera qu'un ». C'est la tagline qui est prévue... Non, je déconne. Ouais, parce que hélas les Bee Gees, ça va vraiment être ça, je pense. Parce qu'ils sont tous morts, je sais même pas. Oui. Mais c'est pour ça, j'attendais que le rire fuse, mais apparemment vous n'avez pas la référence. Les Beatles, il en reste 2. Oui. C'est qui, Ringo Starr ou George Harrison? Ringo Starr et Paul McCartney. Et Paul McCartney, oui. Donc oui, en tout cas, voilà ce qui va arriver sur nos écrans prochainement. On vous reparle. John Lennon n'est pas là, il est plus là. Non, non. Mais en plus, John Lennon, on a eu un film sur sa jeunesse, c'était Nowhere Boy, et on a eu un film sur sa mort. Avec Jared Leto qui jouait le tueur. Encore un biopic musical finalement quelque part, sans la musique. Oui, sans la musique. Non, mais je veux dire un biopic sur le chanteur. Voilà. Eh bien écoutez, tout ça sera sur nos écrans prochainement, on vous en parlera bien sûr en temps voulu. On va se quitter sur un dernier titre, mais avant ça, la programmation de la radio de demain, c'est une seule émission, c'est le Jeu du Mouvement présenté par Joe de 12h15 à 12h30. On se retrouve la semaine prochaine, passez une bonne semaine, et on se quitte sur Taron Egerton qui interprète Rocketman du film Rocketman. Bonne semaine à vous et à la semaine prochaine. Bonne semaine. Bonne semaine à tous.